quelles ont été les idées de ce groupe fondateur là derrière, en primeur, puisqu'elle n'est pas encore publiée ici. Quelques mots sur Martin Sedlmayr. Il a une très grande expérience en gestion de projet, on voit là son parcours professionnel, et c'est vraiment lui qui menait les groupes de travail au niveau IPMA World pour la rédaction de cette IPMA. Il a beaucoup d'expérience, il est IPMA Level A, impliqué dans la 1000 PM, il est, comme avec moi aussi, dans le comité de la Swiss Project Management Association. Donc, il a vraiment une grande expérience dans la gestion de projet. Oups. Quelques mots à mon sujet pour que vous voyez que je ne tombe pas de la lune. Ils vont quand même. Donc, je suis membre du comité de la Swiss Project Management Association, donc je représente la Suisse allemande ce soir. Voilà. Actuellement, je travaille au département fédéral des affaires étrangères. Je dirige l'équipe du Competence Center pour les projets, Project Management. Donc, on gère tous les projets informatiques du département fédéral des affaires étrangères. On a quand même 6000 collaborateurs dans le monde. Donc, c'est des projets à l'échelle internationale. Avant, je m'occupais de la méthode Hermès. Pendant plusieurs années, j'étais co-auteur de la version 5, 5.1. Et j'étais chef de projet pour la rédaction de pour la mise en place de cette nouvelle version. J'ai IPMA B, j'ai fait un CAS aussi en gestion de projet à l'Université de Genève avec Claude, entre autres. Je suis membre du Council of Delegates IPMA à partir de l'année prochaine, donc je pourrais aller voir ce qu'on peut influencer aussi au niveau world. Je suis membre de la communauté d'orientation de la SMP. Puis, le dernier point, ça n'a rien à voir, mais c'est très important. Je profite de faire de la pub. Je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Helvetia Rock, où on soutient les femmes dans le jazz, rock, pop en Suisse. Il faut en parler. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette ICB? Vous connaissez? Qui est-ce qui connaît? Qui est-ce qui ne connaît pas la version actuelle? Quelques-uns, quand même. Donc l'idée vraiment de la ICB en résumé, c'est de mettre en place des bases communes pour nous tous. On voit que chez Swisscom, il y a une communauté de gestion de projet, mais ce n'est pas évident. Cette profession n'est pas forcément très reconnue, ou elle est en train de se faire une place de plus en plus. Mais la ICB, ça fait partie de ces référentiels, des standards qui posent aussi notre domaine, qui lui donne des bases théoriques éprouvées, validées, et qui nous permettent d'avoir, c'est plus qu'une méthode, c'est vraiment un référentiel commun. Donc la ICB, c'est destiné à toutes les personnes qui travaillent dans la gestion de projet, mais c'est aussi destiné aux personnes qui veulent faire de la certification, aux entreprises qui veulent mettre en place la gestion de projet de manière professionnelle, et les personnes qui font de la formation professionnelle, évidemment. On va voir maintenant, elle existe depuis longtemps, la ICB. On a la ICB 3 maintenant, la ICB 4. On va voir aujourd'hui quelles sont les nouveautés de cette ICB. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement ? C'était un mandat de l'IPMA World. Donc l'IPMA, c'est vraiment l'organisation fêtière qui regroupe tous les pays du monde. Où dans chaque pays dans le monde, on a un représentant officiel de l'IPMA, dans chaque pays représenté à l'IPMA. On n'a pas tous les pays du monde, mais il y a quand même une grande partie. Et ces associations, en Suisse c'est la SPM, se retrouvent au niveau World pour former le IPMA. Et le congrès World a décidé que maintenant, après 10 ans d'existence, c'était le moment de revoir notre référentiel, notre standard. Et ils ont mandaté un groupe de travail. Ça s'est passé d'abord d'une manière très ouverte. Pendant 2 ans et demi, tout le monde pouvait participer. Alors, selon mon collègue suisse-allemand Martin, c'était le chaos. Mais ça a permis de recenser toutes les exigences, etc. Mais au bout d'un moment, Martin Sedlmayr a dit non, mais ça ne va pas. Maintenant, il faut qu'on structure. Et il a été chargé de mettre en place, avec un groupe de travail restreint, ils étaient 12 personnes, de mettre en place un groupe de travail pour vraiment rédiger, travailler, produire en fait ce nouveau produit. Et le mandat d'IPMA World, ce n'était pas de juste revisiter un peu et de peaufiner la version actuelle, mais vraiment de la repenser complètement et de la retravailler de fond en comble, ce qu'ils ont fait. Donc là, on voit l'équipe de développement.
le Suisse, Martin, ici. Celui à côté, c'est en allemand, c'est le plus grand. Il y a quand même une femme. Il y a une femme, oui. Voilà. Non, on voit, et autrement, c'est d'autres pays, je ne me rappelle plus par cœur, mais un peu des représentants de plusieurs pays. Le groupe était dirigé par Martin Zellmeyer, c'est lui aussi qui a choisi les participants qu'ils leur ont proposé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? D'abord, un premier changement dans ce ICB 4. Jusqu'à maintenant, ICB, ça voulait dire International Competence Baseline. Aujourd'hui, ça veut dire Individual. C'est basé sur les personnes. C'est un gros avantage pour nous dans le sens où on n'a plus cette notion internationale où après on faisait une NCB, National Competence Baseline. On peut vraiment travailler sur ce standard commun. Ensuite, c'est vraiment un standard dans le sens où ça peut être utilisé, ce n'est pas une certification, c'est vraiment un standard en référentiel et n'importe quelle entreprise pourrait même se baser là-dessus pour faire sa propre certification en interne, par exemple, pour voir est-ce que mes chefs de projet ont le niveau, etc. Donc nous, on a un organe de certification qui s'occupe de faire ça avec la VZPM, mais le but en soi de la ICB, ce n'est pas de faire une certification, c'est vraiment de mettre en place un standard. Ensuite, ils ont simplifié l'architecture, ou simplifié, adaptée à aujourd'hui, elle n'est pas forcément simplifiée. Donc, ils ont intégré toutes les nouvelles tendances, l'agilité, la durabilité. Il y a aussi eu la publication du référentiel ISO qui a eu lieu entre-temps, donc ils sont aussi basés là-dessus pour qu'il y ait aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui ont dû être récupérées. Et ça a été élargi non plus seulement au projet, mais aussi au programme et au portefeuille. Je pense que c'était une forte demande dans beaucoup de domaines où on demandait mais qu'est-ce qu'on fait pour les programmes, qu'est-ce qu'on fait pour les portefeuilles. Au niveau du contenu, qu'est-ce qu'une compétence? Donc on voit application of knowledge, skills and abilities in order to achieve the desired results. Donc ils ont ces 4 éléments, ça n'a pas encore été traduit en français, donc je ne veux pas m'aventurer maintenant. Je sais que Philippe Gouma va s'occuper de faire la traduction en français suisse en fait. Il y a déjà une traduction française, mais on va essayer de voir avec les Suisses allemands comment faire matcher, que au moins en Suisse on ait les mêmes gravures. Mais ça va dans le sens savoir-faire, savoir-être, etc. Et on voit qu'il doit vraiment faire la différence. Par exemple, quand on décrit un Gantt chart, de dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce que je peux l'utiliser, dans quel cas est-ce que je dois l'utiliser. Et c'est vraiment avec cette structure de base qu'ils ont construit la ICB 4, en se basant sur ce questionnement. Au niveau de l'expérience, c'est important aussi, mais elle ne fait pas directement partie de la ICB. L'expérience, elle va être testée après dans les certifications. Là, on décrit les compétences, mais qui ne sont pas basées dans la description aujourd'hui de la ICB. Voilà, donc ils sont basés sur les points qui existent aujourd'hui dans le domaine de la gestion d'entreprise, etc. Le développement personnel, le développement de l'education and training, le coaching, etc. Et on voit qu'aussi le public cible reste le public qui était jusque-là cible. Ils ont précisé, on peut lire dans la nouvelle ICB aussi, qui est le public cible de manière plus détaillée. C'est assez intéressant de voir. Est-ce que ça pourrait être chez moi? À qui est-ce que je pourrais également la transmettre? Donc, il y a 3 domaines vraiment qui ont été définis. Le projet, le programme et le portefeuille. Le projet, c'est assez facile à décrire, ça reste ce qu'on connaît, mais l'objectif vraiment du projet, c'est de définir, d'avoir un résultat concret. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est leur nouvelle définition du programme, c'est de dire que en programme, ils n'ont pas pris l'option de dire en programme, c'est la mise ensemble de plusieurs projets compliqués ou complexes, etc. Mais ils ont dit le programme, c'est vraiment dans le but de développer quelque chose au niveau de l'entreprise, d'avoir un objectif plus grand que le projet, qui va au-delà du projet et qui va avoir un impact visible sur l'entreprise.
Ça ne veut pas dire que les entreprises doivent avoir la même définition que celle-là, mais c'est vraiment la définition IPMA. Et elle est assez vaste et elle nous permet de ne pas rester bloqué dans une notion est-ce qu'on a plusieurs projets, etc., qui ne jouent pas forcément. C'est pas parce que c'est difficile de dire on a un programme parce que quelque chose est complexe, par exemple. Donc là, la notion de programme, je pense que c'est un vrai changement, quelque chose qui n'a pas été abordé sous cet angle, il faut le lire. Et c'est assez intéressant de rentrer dans ce point de vue-là. L'autre chose importante dans les programmes, c'est de dire que, là, on a la liste, ils ont bien sûr la notion de pilotage de manière beaucoup plus macro, en fait, que ce qu'on a dans les projets au niveau du programme. Et ça, c'est quelque chose de concret, de visible. Au niveau du portefeuille, c'est une définition standard de ce qu'on rencontre dans les portefeuilles de projets. Donc, alignement à la stratégie de l'entreprise, utilisation optimisée et optimale des ressources dans la planification des différents projets de l'entreprise, réduction des risques, etc. Donc, la gestion du portefeuille, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qui est ici maintenant vraiment formalisé. Comment est-ce que le standard se construit d'un point de vue élément à l'intérieur du standard? On a une architecture à 3 niveaux. Donc, on a dans chaque domaine, donc les domaines, ce sont portefeuille, programme, projet. On a, la traduction n'est pas non plus définie, on a 3 groupes de compétences, People, Practice, Perspective, qu'on connaît aussi aujourd'hui déjà avec la version actuelle. Il y a un changement de nom. Alors, je leur ai demandé pourquoi ils ont changé le nom. Ils m'ont dit, oui, c'est plus sexy, ça fait PPP. Mais je pense qu'il y a aussi la raison qu'ils expliquent, c'est plus concis, plus percutant. Et aussi, si on met en comparaison pour ceux qui connaissent la version actuelle, donc People, c'est comportement, Practice, c'est les compétences techniques. Compétences techniques, c'était un problème parce qu'on a des compétences techniques en fait dans tous les autres groupes également. Là, c'est vraiment practice, c'est plus large. Et perspective, c'est ce qui jusqu'à maintenant s'appelait contexte. Et avec perspective, le contexte, c'est plus réducteur. Perspective, il y a aussi une notion d'ouverture de l'horizon, de où est-ce qu'on va. Et on va voir après, quand on va aller dans le détail des compétences, qu'il y a aussi ce nouveau rôle du chef de projet ou du chef de programme d'ouvrir l'horizon et l'alignement aussi au business qui est beaucoup plus fort. Ensuite, à l'intérieur de ces groupes de compétences, on a tous les éléments de compétences. Il y en a 29. Jusqu'à maintenant, il y en avait plus de 45, à peu près. 46. Donc, ça a été fortement réduit. Bon, après, quand on voit la description de chaque compétence, elle est beaucoup plus longue. Donc, au final, on n'a pas vraiment réduit le contenu. Mais il y a 29 compétences, 28 pour les projets, parce qu'il y a une compétence, on va voir, qui ne s'applique pas dans le cadre des projets. Dans les compétences, il y a évidemment la description des connaissances, des capacités. Ça fait les sous-chapitres en fait, à l'intérieur de la description des compétences. Et il y a un nouveau concept, le Key Competence Indicator. Là, ils sont directement inspirés du Key Performance Indicator, qui doit donner la possibilité aux organes de certification de mesurer en fait la réussite ou dans quelle mesure le candidat remplit ses compétences. Je ne sais pas comment vous allez mesurer exactement, il y a un gros travail quand même de mise en application. C'est à définir encore, voilà. Mais il y a une base. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est structurée une compétence avec l'exemple d'une compétence pratique, l'exemple pour les finances. Donc d'abord, il y a la description de la connaissance. Ici, vous voyez, je ne vais pas lire toute la liste. Bon, c'est une compétence assez vaste, hein, c'est les finances. Après, il y en a d'autres qui sont moins longues. Je ne sais pas si vous avez downloadé la version. Elle était à disposition sur le site en avant, donc vous avez pu comparer les différentes. Donc voilà, ici, les connaissances. Ensuite,
les capacités, skills and abilities, qu'est-ce que vous devez pouvoir faire dans ce domaine. Et les Key Competence Indicators, ici, on a une différence assez nette entre le project management et le programme management, ce qui n'est pas forcément le cas dans la description générale de la compétence en amont, qui est souvent assez générique, qui joue pour les mêmes profils, qui joue pour les différents domaines, que ce soit dans un portefeuille ou dans le... Par contre, ici, la mise en application, elle est très différente si on est au niveau d'un programme ou au niveau de project management. Donc les compétences, les indicateurs sur les compétences, ici, il y a une grande variation. Donc, dans le document, dans le livre, dans le bouquin, il y a pour chacune de ces compétences des descriptions très détaillées. Ça dépend des compétences. On a entre 2 ou 3 de KCI, entre 2 ou 5. Et pour chacun de ces KCI, il y a une description très détaillée de ce qu'il faut atteindre. Et ça, c'est vraiment, ça fait une grosse partie de l'ouvrage et du standard. Et ensuite, on voit ici, là c'est à l'intérieur, donc ici on voit la description d'une, voilà, elle est ici, Monitor Project Financials in order to identify and correct deviation from the project plan. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ça dans le livre? Voilà, c'est tout ça. Là, il n'y a qu'un extrait de la description et ensuite toutes les mesures qui sont liées à ce domaine. Vous avez de quoi faire pour la certification. Mais bon, ça permet vraiment de couvrir l'ensemble et de voir dans quoi est-ce que moi je me retrouve et d'ouvrir aussi les questions. Maintenant, j'arrive aux 29 éléments de compétences. Donc, ces nouveaux éléments qui remplacent les 46 qu'on avait jusqu'ici. Pour ceux qui connaissent les 10 éléments, il y a 10 éléments dans la compétence People. Pour ceux qui connaissent, qui est-ce qui arrive à me dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici par rapport à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui dans cette liste? Les spécialistes. Il y a des assesseurs. Voilà. Resourcefulness, exactement. En allemand, ils ont traduit ça avec Vielfältigkeit. Je pense qu'en français, ça pourrait être diversité. Je pense que ça pourrait être une traduction possible. Je ne sais pas quelle va être la traduction finale. Mais c'est une compétence qui est intéressante, puisque ça, justement, ça fait appel à des choses dont on parle peu ou dont on parle moins souvent. Mais c'est dans quelle mesure est-ce que le chef de projet est capable de faire preuve de créativité, avoir une capacité à inventer une nouvelle équipe, avoir une pensée systémique, de voir large dans son projet, de vraiment ouvrir cette vision du chef de projet. Les autres éléments, ils ont été complètement réécrits, mais ils restent assez proches de ce qu'on avait connu jusqu'ici. Les 14 éléments suivants, c'est les éléments practice. Donc là, le premier, les nouveautés, c'est surtout dans le design. Le design, c'est penser vraiment en amont du projet. Quand on fait l'architecture générale du projet, le blueprint, ou ça pourrait être, si vous avez un business analyst, mais très orienté métier, qui est en tout début de projet, très orienté business, qui est en tout début de projet, doit mettre en place l'orientation. Ça, c'est pas quelque chose de très long, ça peut durer 2 jours peut-être. Et donc le design du projet est prévu dans cet élément. Le niveau finance a été retravaillé aussi. Il y a non seulement la gestion des coûts, qu'on connaît, mais il y a aussi la démarche, comment est-ce que je fais pour obtenir un budget pour mon projet? Ce qui est aussi de plus en plus d'actualité. Le chef de projet, il n'obtient pas son budget dès la phase d'initialisation au début. On ne lui dit pas, bah, tiens, voilà 2 millions. Il doit aller le chercher. Ça peut être dans les grandes entreprises, dans le cadre du processus budgétaire. Mais si vous travaillez pour une organisation qui doit faire des demandes de dons, etc., de subventions, là aussi, vous devez mettre en place vraiment pour récupérer votre budget. Donc ça a été ajouté. Le procurement aussi a été élargi au partnership. Ça veut dire
on se gère les achats, de plus en plus important aussi, processus d'acquisition, mais de réfléchir aussi dans quelle mesure et comment est-ce que je peux assurer une collaboration à long terme avec mes partenaires. Alors pour les entreprises privées, c'est des collaborations à long terme. Pour les entreprises qui sont soumises aux appels d'offres publics, c'est peut-être de se dire comment est-ce que je fais, même si je dois changer de fournisseur, d'avoir une continuité dans le cadre de mes fournisseurs. Voilà, de vraiment penser en termes de partnership au niveau des acquisitions. L'autre point qui a été beaucoup travaillé, il existait déjà avant, c'est Change and Transformation, mais ici, il est vraiment décrit beaucoup plus en avant et ils ont beaucoup insisté sur cet aspect-là dans les programmes. Le dernier, Select and Balance, c'est celui-là qu'on ne trouve pas dans la gestion de projet, parce que c'est vraiment lié à l'évaluation du portefeuille, sélection des projets, voir qu'on ait un bon rééquilibrage des données. Alors on fait ça dans un programme pour attribuer les ressources au projet ou au niveau du portefeuille, mais dans un projet, on n'a pas besoin d'avoir cet élément. C'est pour ça qu'on n'a que 28 dans les projets. Les derniers éléments, perspective, ils ont tous été revus. Ils existaient dans certains cas, mais ils ont été retravaillés, reformulés, fondés ensemble, puisqu'on n'en a plus que 5 aussi. La stratégie, elle est vraiment à comprendre à 2 niveaux différents. Dans les projets, c'est comment est-ce que je vais remplir les exigences de la stratégie pour l'entreprise pour laquelle je travaille, souvent. Tandis que les programmes et le portefeuille, ils vont influencer aussi cette stratégie. Ils vont avoir un impact, leur résultat en fait, de leur travail va avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir l'impact différencié des différents domaines. La gouvernance, là aussi, il y a ces 2 niveaux, mais là, le projet peut aussi influencer la gouvernance puisque le projet va générer des nouveaux processus, une nouvelle organisation, mais aussi dans quelle mesure j'influence avec mon projet de la gouvernance ou dans quelle mesure est-ce que je dois la respecter, quelle est cette limite dans laquelle on est de plus en plus confronté dans les entreprises en tant que chef de projet aussi. La compliance and standard in regulation, je pense que ça, c'est très important pour les chefs de projet de reconnaître, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça devient une partie énorme en fait du travail aujourd'hui du chef de projet. Et il doit vraiment faire attention. Il y a des têtes qui tombent si on ne tient pas compte de ces aspects. Et là, ils sont vraiment thématisés. Donc, si vous travaillez dans la pharma, dans les banques, dans les administrations publiques, la compliance a tellement d'importance. Et le chef de projet doit se démener au milieu de toutes ces compliances, trouver les alliés nécessaires, travailler avec les différents organes de contrôle. Et là, c'est vraiment thématisé dans le détail. Power and interest, ça c'est très lié avec ce qu'on a dans le stakeholder management. Mais dans les stakeholders, c'est comment est-ce que je manage mes stakeholders. Tandis que Power et Interest, on est de nouveau à un niveau plus général. La compréhension du chef de projet pour les forces en présence, comment est-ce qu'il va les gérer aussi d'un point de vue plus systémique, plus large. Cette vision de l'environnement et comment est-ce que je vais l'intégrer à mon projet, mais au sens large du terme. Le dernier point, culture and values. Ça, c'est comment intégrer des subcultures, si vous travaillez avec des startups par exemple. Comment est-ce que vous gérez des projets internationaux. Comment tenir compte de la culture d'entreprise. Savoir s'orienter par rapport à son environnement. Donc, on voit ces éléments. Il y a des changements. Je pense que c'est vraiment cette vision plus large qu'on a du chef de projet par rapport à la version précédente. Cette ouverture qui fait la grande différence. Après, dans la mise en place pratique, les finances, les risques, etc., évidemment, on se retrouve un peu dans les mêmes, dans ce qu'on avait déjà vu avant. Mais il y a cette nouvelle dimension qui permet aussi d'être... avant, on avait cette vision orientée chef de projet.
et là qui permet d'être élargie avec les programmes et les portefeuilles. Donc tous ces éléments sont déclinés vraiment en fonction de votre place dans l'organisation de projet de votre entreprise. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer les prochaines étapes? Alors en Suisse, traduction en allemand, Martin y travaille, j'espère qu'il bosse bien en ce moment. La traduction française, elle arrive, et la traduction italienne aussi. Il y a un gros travail qui va être fait à la FRZPM pour l'ajustement des processus de certification. On va voir après un peu plus dans le détail, et vous pourrez poser des questions aussi à M. Widman qui est présent. Au niveau international, ils ont décidé de vraiment travailler pour renforcer leurs produits centraux. Donc le ICB qu'on connaît, Project Excellence Baseline, c'est pour les équipes, ça n'existe pas en Suisse si quelqu'un veut le mettre en place. Et le OCB, ça c'est plutôt pour les entreprises. De vraiment de prendre ces 3 produits centraux et de les développer et de travailler à leur marketing. Donc la version anglaise de la ICB 4 est disponible. Vous avez pu la télécharger aussi là sur le site de la SMP. Merci de l'avoir mis à disposition. On a mis le lien. Donc c'est 3 bouquins. Ce qui est bien, au début c'était moi j'ai vu le premier, c'est pratique pour tenir les portes, mais autrement c'est pas très pratique parce que c'est quand même 450 pages. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez voir les programmes, les projets ou le portefeuille. Disponible en ligne gratuitement, autrement vous pouvez l'acheter. Et voici la Swiss ICB 4, c'est aussi 3 ouvrages qui seront également disponibles en ligne. Alors, en allemand dès le 8 décembre et pour mars 2017, c'est juste? C'est ce qu'on s'est fixé comme objectif pour l'instant. Voilà. Il faut être ambitieux dans la Voilà. Pour mars 2017, on aura la version française. Voilà. Je pense qu'ils ont choisi une bonne image avec les oiseaux qui s'envolent. En ce qui concerne la certification, là il y a des gros changements pour la certification. Je sais qu'ils se sont beaucoup battus, d'après ce que nous disait Martine, pour éviter certaines choses, mais qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas réussi à éviter. Mais je pense qu'il y a une vraie amélioration dans le choix pour la personne qui veut se faire certifier aujourd'hui, de vraiment choisir une certification qui correspond à ce qu'il fait. On ne doit plus essayer de rentrer dans une case. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de certifications. Donc, on a les certifications A, B, C, D pour les projets qui restent. Mais maintenant, si vous avez un portefeuille, vous pouvez faire une certification vraiment qui s'adresse à la gestion de portefeuille et vous avez la possibilité de faire une certification de niveau B au niveau des programmes ou au niveau des portefeuilles. Puisqu'il y avait quand même un vide pour les personnes qui gèrent des portefeuilles de plusieurs millions quand même, mais pas de dizaines de millions. IPMA A, il ne pouvait pas faire cette certification. Tandis que maintenant, il y a vraiment la possibilité de faire le B. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que quand vous faites une certification B aujourd'hui, maintenant, vous n'avez pas besoin de faire d'examen écrit. Et ça, à l'avenir, il faudra faire un examen écrit aussi dans la certification de niveau B. Certification A, il n'y a pas besoin. Mais au niveau B, les Suisses, elles sont vraiment battues au niveau World pour ne pas avoir besoin de faire certification écrite au niveau B, parce que là, c'était vraiment l'expérience qui est testée, ça fait partie en fait des bases en fait de l'IPMA, mais voilà, c'est un processus démocratique. Donc il y aura une certification écrite. Tu veux dire quelque chose? Pardon? Ah, vous avez pu éviter l'examen en A. Voilà. Donc ceux qui font A, mais il y en a moins. Il y en a beaucoup moins, donc voilà. Comment ça va se passer au niveau du timing? Alors ici, on voit que la date limite, c'est vraiment septembre 2017. Si vous vous inscrivez d'ici à septembre 2017, vous faites la certification avec la version actuelle.
donc B, sans examen. Si vous vous inscrivez après 2017, vous faites la certification avec la nouvelle version. Si vous avez une recertification, elles sont toujours reconnues, même si vous avez l'ancienne version. Donc la recertification, il n'y a pas de changement. Il y aura un changement pour la recertification? Il faut faire le choix entre les trois domaines. Ça veut dire si tu es certifié B en Management Project, tu peux te recertifier en Management Program, par exemple. Sans refaire d'examen, par exemple? Sans refaire d'examen. Ah d'accord, voilà, ça c'est aussi. Donc il faudra se poser la question pour ceux qui ont une recertification, de savoir, il faudra d'abord lire les 543 pages pour savoir vraiment dans lequel on passe le mieux en fait. Jean-Pierre, merci Hélène. Merci.